Bonjour tout le monde, j'aimerais remercier les organisateurs de cet événement et de leur invitation d'être avec vous aujourd'hui. Alors juste quelques mots d'introduction. J'ai commencé ma carrière en tant qu'académicien dans les sciences politiques et les affaires et les politiques étrangères et je suis allé travailler dans des institutions européennes à Bruxelles où je suis resté à peu près 34 ans avant de revenir dans le monde académicien des penseurs. Et donc pendant toute cette période, j'ai travaillé sur les politiques extérieures et l'intégration européenne. J'ai travaillé avec l'intégration des anciens pays communistes dans les systèmes démocratiques au cours des deux dernières décennies. Au cours de l'année dernière, depuis l'année dernière, je suis basé à Washington DC avec le Fonds Marshall où nous avons pu émettre un rapport qui s'appelle Faith, la foi, la religion, la foi, la liberté et la politique étrangère. Et nous avons vu donc l'entrelacement de politique étrangère et pour la promotion des libertés religieuses et la protection des minorités. Au travers de cela, je me concentre essentiellement sur l'Europe et comparant l'expérience européenne avec celle des Américains. Et ce sujet est vraiment devenu très important au cours des dernières années dans la plupart des pays européens. L'Union européenne, aussi bien que les Nations Unies et les États-Unis et le Canada euh, ont assigné des officiers, des serviteurs gouvernementaux pour participer dans ces discussions internationales sur les libertés religieuses qui ont été mentionnées suivant les tendances adoptées en Europe et au Canada, il y a la même initiative. Pourquoi est-ce qu'il y a ce souci et à quel point est-ce que ceci peut être traduit en des politiques effectives et quels sont les dilemmas auxquels ce sujet fait face? Le pourquoi, c'est parce que à cause de la prévalence de cette question. Il nous faudrait tout un colloque pour parler de la question politique, du rôle de la religion, qui est essentiellement au sujet de la religion ou de l'instrumentalisation des religions, comme nous l'avons vu dans beaucoup de pays. Mais d'une manière ou d'une autre, le sujet a obtenu une certaine prévalence. Il y a quelques décennies, il y avait un avertissement de Samuel Huntington pour un risque de clash des civilisations. Et je crois que c'est un souci avec le souci d'éviter ce type de clash mais dans notre propre continent, je parle de l'Europe ici, ainsi qu'avec d'autres pays partout dans le monde, qui a influencé cet intérêt croissant. Et bien sûr, il y a une montée d'un type de religion, de radicalisation de la religion, l'islam radicalisé, mais aussi la jeunesse de d'autres religions, et bien sûr, par exemple les églises orthodoxes dans les politiques étrangères de la Russie et d'autres républiques soviétiques. L'approche en général, si on prend les États-Unis et les Nations Unies comme modèle, et l'Union européenne comme modèle, ils sont en avant d'établir certaines libertés de religion et la protection des minorités. Et ensuite, nous établissons un certain mécanisme par lequel chaque année, on a un processus où, en Europe et aux États-Unis, après beaucoup d'études intensifs, on peut identifier des pays où il y a des soucis particuliers. Après les directives de l'Union européenne, le président des États-Unis et l'institution bruxelloise en Europe ont émis des propositions pour retenir les supports financiers et mettre des restreintes financières pour ces organismes radicaux dans le but de les influencer. Il y a plusieurs objectifs dans cette approche. Il y a l'objectivité de la manière dont c'est reporté et le source d'information qui était aussi difficile.
Il y a aussi la question après de quels sont les pays qui sont inclus dans la liste. Aux États-Unis, la Commission européenne internationale sur les libertés religieuses vient souvent avec un type de raccourci des pays. Et c'est ensuite au président, avec une délégation au secrétaire d'État, de décider quels sont les pays qui devraient se voir qui pourraient ne pas recevoir d'assistance financière s'ils sont en violation de certains de ces principes. C'est la même chose à peu près en Europe. Mais d'une manière très claire et honnête, ceci ne marche pas. Cela met en avant les questions, mais ça ne fait pas avancer les politiques. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Il y a plusieurs raisons pour cela. Premièrement, et c'est le but de promouvoir les libertés religieuses, c'est un objectif des politiques étrangères et c'est à la fondation de nos valeurs, mais aussi c'est en conflit avec nos autres objectifs de politique étrangère, d'autres politiques qui sont aussi liées à la sécurité internationale, accès aux ressources, au commerce, aux investissements, à la stabilité et ainsi de suite. Et très clairement, le secrétaire d'État avec le Premier ministre des Affaires étrangères, des Affaires étrangères en Europe, ont besoin aussi de prendre en compte ces objectifs en conflit pour l'intérêt de leurs citoyens. Alors, le résultat est qu'il y a beaucoup de pays qui sont en fait en violation continue, en série de ces principes qui sont définis par le département d'État et dans le cas de l'Arabie Saoudite, par exemple, en 2004, a reçu une excuse une exception afin d'être listé comme un pays pour lequel nous avons des soucis, parce qu'il y a d'autres intérêts de politique internationale. Donc il y a des objectifs en compétition, en concurrence ici, et avec lesquels nous devons faire affaire. Deuxièmement, il y a un dilemme concernant le fait que le sujet de la liberté religieuse devrait être dans ce sens assigné à cette administration ou est-ce que ce devrait être infiltré dans toutes les venues, les voies par lesquelles l'institution, comme les Nations Unies, l'Union européenne, essaie d'émettre. Il y a des départements qui sont mis en place pour ces tâches spécifiques dans certaines institutions, mais il y a une certaine tendance à dire que ceci est pris en charge par cette institution, par ces gens-là. Maintenant, on peut aller s'occuper de certaines choses. Et donc, la difficulté, c'est l'approche générale d'un côté, ou alors établir une institution spécifique responsable pour tout cela. Nous avons vu l'effet de ce dilemme. Alors, une autre raison, troisièmement, pourquoi ces initiatives ont émis des résultats très mixtes, c'est parce qu'ils sont tous adressés à des États. Les États-Unis et donc dans l'acte de religieux avec l'initiative prise de l'Union européenne, voit que tout cela a trait aux États et on voit que la menace de liberté religieuse vient souvent des activistes non étatiques et nous n'avons tout simplement pas de système contre cela. Dans l'Union européenne, qui est en fait la structure que je connais le mieux pour faire affaire aux États et vient naturellement, et les pays avec lesquels nous avons le plus d'influence sont les pays sont les pays qui sont postulés pour devenir membres de l'État de l'Union, comme dans les pays Balkans et la Turquie, par exemple. Nous voyons donc au travers des Nations Unies, nous avons le droit de pouvoir les garder de très près à la ligne de mire. Et nous pouvons donc voir comment en Turquie, les minorités non musulmanes sont traitées et tout ce qui est lié aussi aux fondations orthodoxes, de chrétiens orthodoxes. Et aussi, nous avons été plutôt interventionnistes auprès des États qui postulent pour une position de membre dans l'Union. Pour ce qui est
des autres pays, on a une approche plutôt plus atténuée. Et nous avons en fait des affaires internes où on fait un peu de l'ingérence dans ces pays. Et cela, quand on prend la montée des organismes radicaux, où nous voyons que la religion est un critère de discrimination et même pour stimuler la violence, c'est très visible, plus spécifiquement en Afrique du Nord, l'Afrique sous-saharienne, au Moyen-Orient, où il y a des persécutions intensives et les gens sont traités avec beaucoup de brutalité, essentiellement à cause de leur affiliation religieuse. C'était le cas au Kenya avec certains incidents où les gens ont été sortis d'un bus et s'ils ne pouvaient pas réciter quelques lignes du Coran, ils étaient exécutés immédiatement. Il y avait aussi les chrétiens coptes en Égypte qui ont été rassemblés par certains groupes radicaux et ont été amenés sur la plage et été décapités seulement à cause de leur affiliation chrétienne. Il y a à peu près plus d'un demi-million de chrétiens qui ont été un peu destitués et qui font partie de cette grande vague de migrants que l'on voit chaque jour et qui en fait nous présente maintenant à l'Union européenne le plus grand défi depuis la chute du communisme. Alors en résumé, je dirais qu'il y a un nombre de raisons pour lesquelles les raisons de liberté religieuse et les questions de protection des minorités au Canada, aux États-Unis, en Union européenne et partout dans le monde. Nous avons eu par une approche très administrative que je vais décrire avec des résultats très modestes. Maintenant, nous avons un défi très fondamental qui nous pousse à repenser, à réévaluer notre approche. Merci.